Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'organisation. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans vos commentaires et sur Instagram, c'est de savoir comment j'organise mes recherches et donc mes études. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu des astuces, mais également des outils que j'utilise pour travailler au cours de ma thèse. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis doctorante en sociologie. Pour autant, ces conseils peuvent s'appliquer à toutes les personnes qui sont en études, que ce soit au niveau du lycée, de l'université, qui font de la sociologie ou pas. Le but, voilà, c'est de vous donner des petites astuces pour pouvoir étudier, être motivé, trouver une autodiscipline et être plus efficace dans son travail. Donc déjà, ce que je fais, c'est que tous les soirs, avant d'arrêter de travailler, je nettoie mon bureau. Quand je dis nettoyer, c'est-à-dire que je le range, je referme les livres, je remets les choses à leur place pour arriver le matin et avoir un bureau qui donne envie de s'y installer, qui est clair, avec un espace de travail net et prêt à accueillir une nouvelle journée. L'outil qui est pour moi le plus important, c'est mon agenda. Je suis un peu vieille école, j'ai un agenda papier sur lequel j'écris à la main. Et c'est un agenda, donc c'est un type Moleskine, avec d'un côté la semaine entière et de l'autre côté une page de notes. Je trouve ça super pratique parce que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur ma semaine et sur les grosses échéances que je vais avoir, et ça me permet aussi de prendre des notes plus détaillées quand j'ai des réunions ou des choses comme ça. Donc la première chose que je fais, c'est le lundi matin de noter mes objectifs de la semaine. Donc à la fois les réunions importantes auxquelles je veux assister, les objectifs de lecture, d'écriture, si j'ai des deadlines pour des candidatures, pour des appels à communication, des demandes de financement, etc. J'écris tout dans une petite to-do avec des bullet points. En fait, j'aime bien ce concept parce que je me dis que ça laisse une semaine entière pour accomplir de gros objectifs. Je trouve que les to-do list quotidiennes, c'est bien pour se fixer des objectifs plus petits, mais au moins sur la semaine, ça permet de voir un peu les choses à faire et voilà, je trouve ça assez pratique, ça remet les idées en place pour la semaine et ensuite on peut organiser son temps comme on veut. Ensuite, au quotidien, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'aime bien de temps en temps faire des petites to-do list quotidiennes, donc je les poste le matin et ça me motive en fait de l'avoir montré à d'autres gens. Je me dis il faut que j'essaie de le faire. C'est vrai qu'en tant que doctorante en première année, je passe la plus grande partie de mon temps à lire, à prendre des notes de lecture et à commencer à écrire des réflexions notamment théoriques. Donc mon allié numéro 1 dans ce travail de recensement bibliographique, c'est Zotero. Zotero, c'est un logiciel de bibliographie qui est très pratique, c'est-à-dire que ça me sauve la vie clairement. Donc si vous ne connaissez pas Zotero, c'est un outil qui peut paraître assez impressionnant mais qui au final est assez facile à prendre en main. En fait, le principe de Zotero, c'est que vous allez lire un article, lire un livre et vous allez pouvoir enregistrer son référencement. Donc que vous ayez l'article en papier chez vous ou le livre chez vous ou sur internet, c'est assez simple. Soit vous entrez manuellement les informations du livre, soit quand vous êtes sur internet, vous pouvez ajouter un petit plugin qui vous permet de directement ajouter l'article ou le livre en question à votre logiciel. Donc par exemple, si vous êtes sur Google Scholar, qui est quand même l'outil numéro 1 pour les personnes qui font des études ou de la recherche, c'est un recensement de quasiment une très grande partie des articles scientifiques qui sont produits. Donc vous êtes sur Google Scholar, vous entrez un mot-clé, vous trouvez votre article et vous cliquez sur le plugin, ça l'ajoute à votre bibliothèque Zotero. Ça marche aussi sur d'autres sites, moi j'utilise beaucoup Kern pour les productions francophones. Ensuite, une fois que vous allez être sur Zotero, vous allez pouvoir organiser votre bibliothèque. En fait, ce qui est intéressant en créant la bibliothèque sur Zotero, c'est que ça nous oblige aussi à structurer notre bibliographie et du coup à définir les axes dans lesquels on a besoin de se documenter. Donc pour ma part, j'ai plein d'axes différents, des sous-parties, des sous-sous-parties, bref. Ne prenez pas peur, je rappelle quand même que je suis en thèse, donc je lis plus que quand j'étais en master ou en licence. Mais l'avantage de Zotero ne s'arrête pas là. Déjà, quand vous allez rédiger un article, grâce à Zotero, vous allez pouvoir citer beaucoup plus facilement. Donc si vous rédigez quelque chose, un mémoire, un devoir, etc., au lieu de faire ajouter une référence, mettre une note de bas de page que vous rédigez à la main, etc., vous allez pouvoir en fait ajouter une note avec Zotero. Vous tapez les premières lettres du nom de l'auteur ou de l'autrice ou bien de l'article et il va vous le trouver automatiquement et ajuster les références en fonction déjà du style de référence que vous devez utiliser, donc le style anglophone, francophone, sciences humaines ou pas. Et en plus, à la fin, vous pouvez éditer automatiquement la bibliographie. Donc clairement, ça change la vie parce que du coup, vos références, à part quelques petites modifications à faire, elles seront déjà nickel. Et l'autre astuce que j'ai adoptée complètement depuis mes premiers mois de thèse, c'est le fait de pouvoir mettre des notes de lecture directement dans le logiciel. En fait, quand vous récupérez un article ou un livre sur internet via Zotero, souvent, il va essayer de vous trouver le texte en format numérique.
Donc déjà, vous avez ce PDF qui est associé tout de suite à votre ouvrage quand c'est possible. Et donc, vous n'avez pas à galérer à le retrouver dans des dossiers, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez un texte PDF, l'ajouter à une référence sur Zotero. Et surtout, ce qui est super pratique, c'est que vous pouvez ajouter des notes de lecture. Donc, moi, je ne passe plus que par ça parce qu'au début, je m'éparpillais, j'avais des documents Word dans tous les sens, je les perdais à moitié. Là, vous avez la possibilité d'écrire vos notes de lecture directement dans le logiciel. Et vous pouvez même ajouter des marqueurs, donc c'est comme des tags en quelque sorte, qui vous permet en fait de, par la suite, retrouver par exemple tous les textes qui concernent l'épistémologie, qu'importe la catégorie dans laquelle je les ai classés au début. Donc c'est super pratique et je pense que c'est un outil qui va vraiment m'accompagner jusqu'à la fin de ma thèse parce que ça devient vraiment une bibliothèque en ligne. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque de tout perdre. C'est vraiment ma grande angoisse. Déjà, j'ai oublié de préciser, Zotero, c'est un logiciel gratuit, libre, développé de manière indépendante. Et surtout, il sauvegarde, en fait, si vous le souhaitez, tout sur la plateforme en ligne. Donc, comme dans un Drive, en fait, ou un cloud. Du coup, vous avez toutes vos notes, toutes vos bibliothèques qui est sauvegardée en ligne, en même temps. Donc cet outil est hyper précieux. Ce que je pense que je vais faire, c'est aussi de temps en temps imprimer mes notes de lecture quand elles sont terminées pour me faire comme un classeur de lecture parce que je pense qu'au bout d'un moment, au niveau des yeux, déjà moi ça me fatigue l'ordinateur et puis en plus ça me permet d'avoir quand même une trace écrite sur laquelle je peux faire des modifications à la main, etc. Donc voilà pour cette grosse partie qui était Zotero. Je profite de parler de logiciel pour vous présenter très rapidement Calibre, qui est un logiciel qui me permet de gérer mes livres numériques pour ma liseuse. Donc j'ai une liseuse depuis de très nombreuses années. C'est assez pratique, notamment du fait que j'habite à l'étranger, donc je vais en Turquie. J'ai pas eu la possibilité d'amener tous mes livres avec moi et j'ai pas non plus forcément la possibilité d'acheter beaucoup de livres en français. Donc c'est vrai que je consulte beaucoup d'ouvrages en ligne, que ce soit des livres de littérature plaisir ou des livres directement liés à la thèse. Donc qu'ils soient au format EPUB ou PDF, je peux les mettre sur ma liseuse grâce à Calibre. C'est un logiciel qui permet en fait de stocker des livres numériques, de choisir lesquels on veut basculer sur sa liseuse ou pas. Là encore, c'est un logiciel gratuit, développé de manière indépendante, donc je recommande. Ensuite, l'autre partie très importante de mon organisation, eh bien, ça passe par les mails. Donc j'ai des boîtes mail qui sont donc liées à mes activités scientifiques, grâce auxquelles je me suis abonnée à plusieurs listes de diffusion. Dans le monde de la recherche, les listes de diffusion, c'est vraiment un outil essentiel. En fait, je trouve que le plus gros challenge quand on entre à l'université, et notamment au doctorat, c'est d'avoir accès à l'information, aux événements en cours, aux appels à communication, aux appels à articles, parce que en fait, personne ne va faire ce travail-là pour vous. Donc c'est à vous d'organiser votre système pour faire remonter l'information et parfois ça peut être un petit peu difficile, je trouve. En tout cas, quand j'ai commencé, moi j'ai vraiment eu du mal à accéder à l'information. Donc je me suis abonnée à deux listes de diffusion principales, l'une qui est une liste de diffusion disciplinaire qui concerne les sociologues et l'autre qui est une liste de diffusion thématique qui concerne de manière générale les études sur le genre. Ça me permet de voir à peu près tout ce qui passe sur mes sujets d'intérêt, sachant qu'il faudrait que je fasse encore un peu des recherches pour trouver d'autres listes de diffusion, je pense. Également, une autre astuce, c'est que très fréquemment, presque tous les jours, je reçois des mails de Academia. Academia, c'est un site qui vous permet de trouver, là encore, des articles ou des livres qui sont publiés, des livres scientifiques. Et en fait, ils ont un système qui est très bien. C'est quand vous avez un texte qui vous intéresse, que vous le téléchargez au format PDF, ils vous proposent de recevoir des notifications pour tous les textes qui pourraient être relatifs à celui que vous avez téléchargé. J'ai décidé de pouvoir recevoir ces mails et c'est vrai que souvent, ça me permet de découvrir des autrices ou des auteurs auxquels j'aurais pas forcément pensé, des textes qui viennent de paraître ou des textes qui sont pas forcément très connus et auxquels j'aurais pas accédé sans ça. D'ailleurs, ça me fait penser, dans la même veine, il y a un site qui s'appelle Connected Paper que je vous recommande vraiment, qui est super intéressant puisque vous pouvez rentrer le nom d'un article scientifique et vous allez voir par sujet, en fait par thématique, tous les articles universitaires qui peuvent être connectés à cet article. Enfin, je vais vous parler très rapidement de Sci-Hub. Quand même l'enjeu principal quand on est en thèse en 2021, enfin bref, dans notre époque, c'est d'accéder à de la documentation en ligne. Quand on n'est pas historien, en tout cas, on n'a pas forcément la possibilité de se déplacer dans des bibliothèques qui possèdent nos livres et a fortiori en étant à l'étranger, y a plein de livres auxquels j'ai pas accès au format papier. Et accéder à certains articles en ligne, ça peut être très compliqué. Vraiment, je pense qu'on n'insistera jamais assez là-dessus, mais en tant qu'étudiant, que vous soyez en master, avant le master ou que vous soyez en thèse, c'est inadmissible de se dire que l'on doit payer des sommes faramineuses pour accéder à du contenu scientifique.
Normalement, vos universités peuvent vous fournir des abonnements sur la plupart des plateformes, notamment Cairn, mais voilà, d'autres plateformes également. Et sachez qu'en fait, un auteur ou une autrice n'est pas rémunéré pour écrire un article universitaire. Et donc, les plateformes qui vendent l'accès à ces articles, c'est de l'argent qu'ils gagnent pour leur fonctionnement interne. Donc certes, c'est important, mais laissez les gens qui veulent juste les consulter et qui ont des moyens le faire. Et en tant que masterand, enfin qu'étudiant, qu'étudiante ou que doctorant, doctorante, s'il vous plaît, ne payez pas 50, 70, 120 euros pour accéder à du contenu numérique. En fait, il y a d'autres manières. Alors, je sais que c'est pas forcément très légal. J'espère que bon, bref, vous me pardonnerez. Mais vous pouvez utiliser un logiciel libre qui s'appelle Sci-Hub, qui vous permet en fait, à partir du portail d'un site qui va vous bloquer l'accès complet à un article, qui vous permet de le débloquer et d'obtenir le format PDF. Voilà pour le gros point lecture. J'espère que vous avez pu apprendre quelques astuces sur les logiciels ou sur les sites que j'utilise. En dehors des lectures, je passe une grande partie de mon temps à répondre à des appels à communication, à faire des demandes de financement, à préparer des dossiers, etc. C'est des tâches qui peuvent être extrêmement chronophages et là encore, j'ai un allié de taille. Cet allié, c'est la méthode Pomodoro. Donc Pomodoro, en italien, ça veut dire tomate. Et le nom de cette méthode vient, vous savez, du petit minuteur dans les cuisines en forme de tomate, tout simplement. La méthode Pomodoro consiste en fait à mettre un minuteur. Donc dans mon cas, je choisis de faire un minuteur de 45 minutes. Pendant ces 45 minutes, vous mettez votre téléphone en ne pas déranger, vous coupez d'internet si vous n'en avez pas besoin, bref, aucune distraction. Vous ne répondez pas au téléphone, vous ne regardez pas vos notifications, juste 45 minutes de travail intensif. En fait, le fait de se mettre un minuteur, je trouve que ça aide vraiment à se forcer au moment où on pourrait un peu faiblir en termes de concentration. Pour ma part, j'ai remarqué qu'au bout de 20-25 minutes, notamment de lecture ou d'écriture de choses qui sont pas super passionnantes, genre des lettres de motivation ou ce genre de choses, eh bien j'ai tendance un peu à décrocher au niveau de la concentration, au niveau de l'envie de travailler. Et du coup, le Pomodoro, ça m'aide à me dire, bah écoute, il faut juste tenir jusqu'à la fin, écrire jusqu'à la fin. Donc je dépasse ce moment où j'aurais lâché, je pense, en dehors du Pomodoro. Et puis ce que je vous conseille, c'est de faire, comme je fais avec certains de mes amis doctorants et doctorantes, c'est de faire des Pomodoro en ligne. Donc on est à plusieurs, on se lance des Pomodoro. Voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais de savoir que quelqu'un d'autre est en train de travailler avec nous, ça donne une petite motivation supplémentaire. Ensuite, l'autre conseil que je voulais donner, et je trouve qu'en termes d'autodiscipline, c'est vraiment quelque chose qui est assez fondamental, en tout cas pour moi. Je voulais, quand on est doctorant, doctorante, on n'a pas un chef qui va venir checker qu'on est vraiment en train de travailler de telle heure à telle heure. On n'a pas tout le temps des choses à rendre, à montrer. Il y a vraiment cette importance de l'autodiscipline, de se fixer des tâches à faire. Donc, je dirais que pour rester concentré, pour rester actif, le mieux, c'est d'essayer de travailler le plus qu'on peut. Mais au moment où on sent qu'on est en train de décrocher, parfois il faut aussi se dire, bah ok, là je décroche, c'est pas grave, j'y arrive pas. Mais dans ces moments-là, moi, mon astuce, c'est de ne pas aller me poser dans le canapé ou regarder une série parce que sinon c'est fini. Donc, quand je sens que j'arrive plus à tenir, que mon cerveau n'est plus très connecté ou que tout s'embrouille, je fais autre chose, mais quelque chose de productif. Par exemple, je fais la cuisine, je fais un peu de peinture, enfin voilà, je fais quelque chose qui est productif, mais qui me fait plaisir, qui est en dehors de ça. Je vais faire une balade dehors, enfin que sais-je. En tout cas, quelque chose qui n'est pas me mettre sur les réseaux sociaux ou me poser dans le canapé parce que sinon c'est fini. En fait, le fait de rester actif dans ces moments-là, ça me permet de revenir plus facilement au travail derrière. Et surtout, j'ai remarqué depuis que je fais ça, en fait au début, ça me repose, je suis vraiment concentrée sur la nouvelle chose que je fais. Et puis d'un coup, j'ai des idées qui me viennent, tout s'aligne un petit peu dans mon travail. Du coup, je reviens à ma table d'écriture, je reprends ce que j'étais en train de faire et c'est beaucoup plus clair. Je pense qu'en fait, le cerveau a tout simplement besoin aussi de temps pour décanter, pour aligner des informations, etc. Et tout simplement, c'est possible quand vous êtes encore actif plutôt que quand vous posez votre cerveau à côté de vous et que vous regardez une série. En fait, tout ça pour vous dire que ce qui m'aide beaucoup dans ma thèse, c'est d'essayer de quantifier à peu près le temps que va me prendre une tâche, d'avoir conscience de combien de temps je vais mettre à réaliser certaines choses. Et je trouve que plus on avance dans les études et au plus on se connaît là-dessus et sur nos capacités de travail. C'est pas les mêmes pour tout le monde, ça dépend de plein de facteurs, donc pas de culpabilisation là-dessus. Pour ma part, ce que je me dis, c'est que si je peux faire une tâche en moins de 30 minutes, eh bien, je la fais tout de suite. Donc, tout ce qui est traiter les mails, l'administratif, tout ça, c'est pas agréable, mais franchement, je me force à le faire tous les jours pour ne pas être sous l'eau. Et toutes ces petites tâches, en fait,
qui prennent pas beaucoup de temps mais qui en fait peuvent vite devenir un fardeau, je les fais tout de suite au moment où j'y pense parce que ça me prend moins de 30 minutes donc ça va pas m'handicaper dans ma journée. En termes de rythme de travail, je sais qu'on peut être très différents les uns des autres. Moi ce que je me suis fixé, c'est de me dire que je me réveillais avant 8h le matin, sauf cas extrême, mais j'aime bien me lever vers 7h, 7h30, en tout cas à 8h je veux être debout et je décroche de mon ordinateur au plus tard à 19h30. J'essaie aussi de garder un rythme de repas stable. En fait, j'essaie aussi de garder le rythme qu'on aurait dans une entreprise, c'est-à-dire avec une pause déj véritable, avec des heures de travail matin, après-midi. Mais le grand avantage en fait d'être en thèse, d'être doctorant, et c'est vraiment une chance, c'est de pouvoir être flexible en termes d'emploi du temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire, hein, au contraire, mais tout simplement que l'on peut organiser notre temps comme on le veut. Donc ça peut être un grand bonheur quand ça peut être un très grand problème. Moi je veux vraiment pas me mettre à travailler super tard le soir en dehors de quand j'ai des grosses deadlines parce que je sais que c'est quelque chose qui affecte vraiment mon rythme de sommeil, etc. Donc j'essaie de m'imposer un petit peu ces heures de boulot, mais je reste très flexible et si quelqu'un me propose d'aller boire un café à 16h, eh bien je m'organise en conséquence pour pouvoir le faire. Autre chose qui est assez important dans mon quotidien de doctorante, c'est le fait que j'essaye de jongler entre l'ordinateur et les formats papier. Donc j'ai plusieurs carnets, je vous le disais au début, j'ai un agenda qui est vraiment super important pour moi, mais j'ai aussi 3 autres carnets. Alors le premier carnet, c'est un peu mon carnet de thèse, dans le sens où c'est là que je vais prendre des notes lors des réunions, mais c'est aussi là que je vais d'abord coucher mes premières idées sur le papier. Quand j'ai une communication, je dois écrire un dossier, etc. Souvent les idées me viennent plus facilement à l'écrit et même quand je bloque un peu sur une rédaction, je reviens vers mon carnet, j'écris un peu, ça me débloque, ça me permet de faire mes flèches, mes abréviations un peu comme je veux et souvent ça m'aide à en fait suivre plus rapidement ma pensée et donc ensuite je peux revenir à mon document Word plus facilement. Mon deuxième carnet, c'est mon carnet de terrain, mon journal de terrain. C'est un document qui est essentiel en sociologie, mais également pour de très nombreux chercheurs de disciplines différentes. C'est tout ce qui va concerner l'enquête de terrain. Pour ma part, l'enquête de terrain, c'est un peu compliqué en ce moment. Si vous avez vu l'épisode de mon journal de thèse à ce sujet, vous savez pourquoi. Les conditions sanitaires actuelles n'ont pas forcément aidé, mais j'ai quand même pu prendre quelques notes déjà. Le but de ce document, c'est tout simplement de pouvoir noter toutes les impressions, tout ce qui s'est passé autour des entretiens qui sont enregistrés. C'est un document qui est très important et qui est valorisé dans la thèse ou dans les mémoires de master. Je ne vais pas forcément m'étaler plus largement sur ce qu'est le journal de terrain, mais on pourra en parler à l'occasion dans une autre vidéo. Et ensuite, mon troisième carnet, le carnet jaune, c'est celui que je consacre à Sociologos. Alors, ce carnet, il me va de noter mes idées de vidéos, l'agencement des arguments que je veux mettre en avant dans mes vidéos, de prendre des notes sur les ouvrages que je veux expliciter dans mes vidéos, etc. C'est un carnet donc qui est très important et d'ailleurs, je voulais revenir un petit peu sur la place qu'a Sociologos dans ma thèse. D'un point de vue très personnel, Sociologos, ça me permet de sortir de mon seul sujet de thèse pour explorer d'autres thèmes qui n'ont rien à voir avec mes recherches. Avec par exemple ma vidéo sur la prison, sur les sondages, sur les mouvements de lutte sociale des maires. Voilà, il y a plein de choses différentes que j'ai pu aborder grâce à Sociologos et ça me permet en fait de retrouver de l'enthousiasme pour mes recherches. Un grand conseil que je peux vous donner, c'est de vous trouver une activité qui vous aide à valoriser ce que vous faites, que vous soyez en études, encore une fois, au lycée, à l'université, en doctorat. Trouver une manière de valoriser ce que vous savez, ce que vous faites. Je trouve que c'est important parce qu'on n'a pas forcément d'échéances à court terme qui nous permettent de nous dire là, je suis sur le bon chemin, là, je suis en train de réussir, de faire de belles choses. Du coup, de pouvoir faire des vidéos, de vous les partager, d'avoir vos retours, ça m'aide en fait à garder le moral, à me dire que je progresse, que j'avance et à célébrer des échéances à plus court terme que ce que je peux faire avec ma thèse. Donc ce que je vous dirais pour finir cette vidéo, c'est que s'organiser, ça peut être vraiment très important pour être plus efficace, pour garder le moral et surtout pour pouvoir continuer à se consacrer des moments où on n'est pas dans les études. Être étudiant ou être jeune chercheur, être doctorant, ça ne doit pas devenir le centre de votre vie, même si, bon, j'avoue, ça l'est. Mais vous devez continuer à pouvoir faire autre chose. C'est pas normal de passer ses jours et ses nuits tout entières sur nos études et dans mon cas sur mon métier quand même, mon futur métier. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment le but de cette vidéo, c'est de vous donner des outils pour réussir à mieux optimiser votre temps, pour ensuite pouvoir profiter, continuer à voir vos amis, à sortir, à vivre vos passions. En tout cas, à prendre du temps pour vous, c'est aussi super important. La productivité, c'est pas quelque chose qu'on a en claquant des doigts, c'est quelque chose qui s'entretient, qui se travaille et la première base de ce travail,
c'est d'avoir une bonne santé mentale, d'être en forme, d'avoir confiance en soi et en ce qu'on fait. Et pour ce faire, il faut réussir à prendre du recul et à avoir du temps en dehors de la thèse. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné plein d'outils et d'astuces pour améliorer votre organisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, bref, à faire vivre Sociologos. Et je vous dis à très vite sur Sociologos.